Au pied du château de la Garnache, nous avons rencontré Claudine. Claudine qui nous conduit gentiment à ces messieurs. Voilà Marc et voici Louis, Loulou pour les intimes. Deux Garnachois aux vraies valeurs, puisque Marc et Louis sont tous deux Vesoux. Stéphane, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on s'assoit, on se tait et on écoute. Alors Louis, est-ce que vous acceptez de nous parler de cette école? Bien sûr. De la Garnache. Oui. Je vais faire appel à ma mémoire parce que ça date déjà. Hein. En quelle année ça a été créé? Alors, ça a été créé, disons qu'on était 4 au départ, à partir des années 85-86, à jouer de cet instrument. De la veuse. Cornemuse locale. Hein. Et vous? Et on était 4, donc il y avait Thierry Bertrand, il y avait malheureusement 2 autres qui sont disparus, Lucien Proux, qui a été le premier président de l'école, et Bruno Pitard, qui jouait avec nous aussi, un jeune de Chaland et qui est décédé aussi, et moi. Donc tous les ans, il y avait une fête de laveuse qui était itinérante, qui se déplaçait sur tous ces territoires. Sur tous ces territoires où il y avait eu de laveuse autrefois. Et une année, en 89, oui c'est en 89, on avait décidé d'en faire une à la Garnache, au château de Fontclose. Ça permettait finalement de faire renaître le site. Voilà, et puis en plus, on a recruté des gens qui voulaient jouer de l'instrument après. Qui connaissaient peut-être pas forcément l'instrument, mais Non. qui avaient l'envie. Mais qui en avaient entendu parler. Mais vous savez, moi j'ai entendu parler de laveuse par ma grand-mère, qui était née en 1892 et qui avait dansé au son de laveuse dans son village. À la Garnache, il y avait un sonneur de renom, c'était François-Marie Blanchard, qui animait toutes les noces et qui était très connu dans le coin. Parce que là, quand vous nous parlez de ça, Louis, c'est dans les années 1950, Ah bah oui, 60 non, bien avant. Bien avant. Elle l'avait connu avant la guerre de 14. D'accord. Parce qu'il est mort en 1920 ou 21. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Alors donc, la veuse, ça a été terminé pour la Garnache. Par contre, pour le coin, alors ça s'est terminé assez vite. Par contre, en Pays Guérandais, en Brière, il y en a eu un qui a sonné jusque dans les années 40, après la dernière guerre. Oui, parce qu'on dit sonner pour la veuse. On dit sonner, oui. On dit pas jouer. Et finalement, cette veuse à la Garnache, elle est réapparue donc, dans les années 80, oui. Sous votre houlette, celle de Thierry Bertrand. Sous la houlette de Thierry, oui. Surtout quand même. Mais moi, je trouve que, Louis, votre histoire elle est absolument extraordinaire, puisqu'en fait, à la fin des années 80, avec 3 amis, voilà, vous lancez cette idée de vous rassembler simplement tous les 4, en fait, pour partager la veuse. Et voilà, et 30 ans après, une école a été créée. Oui. Combien d'inscrits? Combien de personnes gravitent aujourd'hui autour de l'école? Aujourd'hui, on est une trentaine. Hein. C'est énorme. Vous êtes bien là quand même? Ah oui, on est bien. Tranquille. Ça a bien l'architecture d'une ancienne gare. Ben, il y a du monde. Salut Loulou. Salut Patrick. Ça va bien? Salut. Salut Thierry. Ça va? Ouais. Salut Marc. Vous n'êtes pas accordé? Salut Erwan. Vous avez des enfants? Ah oui, j'en ai 4. 4? Belle famille. Est-ce que vous avez réussi à leur transmettre ce gène de laveuse? Ah bah oui, parce que j'ai un fils, le jeune de mes fils, il en vit, hein, il est intermittent du spectacle et il joue de laveuse. Donc depuis tout petit? Et il a commencé à l'âge de 9 ans. Donc vous lui avez acheté sa première veuse? Eh oui, au départ, on loue, l'école de veuse loue des veuses d'études. Alors il a eu sa veuse d'études et puis il avait commencé le violon avant et puis il trouvait que c'était quand même, il peinait quoi. Et il a commencé la veuse et ça a été assez vite. Puis maintenant, il vit de ça. Alors, comment devient-on un professionnel de la veuse? Quelqu'un qui fait du piano, quelqu'un qui fait du violon, il va assurer le conservatoire. La veuse. Oui, mais disons qu'il faut être doué, déjà. Déjà? Ouais, c'est ça. Tout est là. Hein. Je pense qu'il faut avoir une sacrée rigueur, une sacrée précision également pour cet instrument. Bien sûr, il faut l'oreille. Beaucoup d'oreilles. Il faut d'oreilles. l'oreille, parce qu'il n'y a pas de partition avec une veuse. Non.
En principe, non. Donc pour vous, c'est formidable parce que la mémoire est toujours entretenue. Voilà, c'est ça. Grâce à la musique. Tout à fait, oui. Trois mois, ben, c'est super. Ce que je vois, c'est que tu te fatigues beaucoup. Donc il faudrait que tu travailles chez toi. Que tu fais des petites séances. Tu vas essayer de faire la même chose, mais en gonflant, en tendant le cuir au maximum. Quand vous les remplissez, vous emmagasinez le maximum d'air. Un peu comme si vous deviez faire du sous l'eau. Vous remplissez les poumons de façon à aller le plus loin possible avec l'air. Il faut d'abord avoir la tête bien droite. Surtout pas comme ça, parce qu'on coupe l'arrivée d'air. La tête bien droite, et après on adapte la position de l'instrument. Télio, moi je suis très touchée de te voir ici aujourd'hui, tout comme Erwan, avec lequel tu as partagé la répétition, parce que c'est vraiment formidable de voir des jeunes voilà, qui aujourd'hui pratiquent la veuse. Ça fait combien de temps, dis-moi? Bientôt 3 mois. Que 3 mois. Et tu as quel âge, Télio? 13 ans. Tu es en 5e? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer de la veuse? D'apprendre la veuse déjà? Bah, j'avais écouté certaines musiques, j'aimais bien le son, et du coup j'en parlais à la maison. Et c'est à mon anniversaire, pour mes 13 ans justement, que mon tonton m'a pris 2 jours d'essai pour la veuse, et ça m'a plu. Et comment se sont passés ces 2 jours de veuse alors? Bah, c'était bien, on a commencé à apprendre les bases du coup, et on a commencé à apprendre un petit morceau qui s'appelle Les Grands-mères Molkofaï. Oui. Et tu es ressorti? Non, tu savais pas jouer ce morceau quand même. Non, quand on est ressorti, non. T'avais les bases. Oui. Très compliqué quand même de commencer la veuse. Oui, après, il faut avoir le doigtier, oui. Après, on commence avec le chalumeau sans la pof. Oui. Pour juste avoir les doigts. Te familiariser. Et ensuite, par contre, quand on met la poche, ça perd un peu. Oui. Parce que faut jouer en même temps et pousser pour avoir l'air. Oui, ça doit être très, très, très compliqué. Après, on a vu Thierry faire avec vous à l'instant. Je pense que vous avez des professeurs qui sont très pédagogues. Et ça va être très agréable pour vous, justement, de travailler avec ce groupe, cette association de l'école. Tu souhaiterais poursuivre l'année prochaine? Bah oui. Tant que tu puisses jouer de la veuse. Oui. Est-ce que tu as commencé à jouer en groupe? Non, on Pas a encore. Non. Bientôt, j'espère. Toi, je pense que ce serait un kiff même de rejoindre le groupe des grands pour pouvoir sonner tous ensemble. Merci Télio. Et bon courage De rien, surtout. merci.
Alors Marc, vous êtes sonneur, vous jouez de la buzz, mais vous êtes aussi ancien président de l'école, si j'ai bien compris. Alors effectivement, j'ai eu le bonheur d'animer l'atelier pendant 3 ans, de 2007 à 2010. Alors quand vous dites animer l'atelier, ça consiste en quoi? Eh bien, je pense qu'un président, c'est quelqu'un qui doit fédérer, mais tout seul ne peut pas faire grand-chose. Donc j'avais la chance, et on a toujours la chance, d'avoir un bureau composé principalement de sonneuses et de sonneurs. C'est un partage là aussi autour de la table par rapport à des activités que cible l'association, telles que le bal de l'école, les balles de l'école, parce que tous les ans, l'école de Veuze a le plaisir d'organiser le bal d'été, qui cette année aura lieu le 1er juillet, et le bal d'automne, donc toujours sur la commune de la Garnache, à la salle Jacques Prévert, début novembre. On a aussi le plaisir de répondre présent aux associations qui nous entourent, comme Autrefois Chaland, qui sont les 4 jeudis. Donc depuis des années, on est présent. C'est l'occasion de mettre en avant et le répertoire et l'instrument. C'est aussi imaginer des stages à thème de façon à améliorer la partie technique de l'instrument en faisant appel à des sonneurs professionnels tels que François Robin, dont on parlait tout à l'heure, le fils de Loulou. Voilà, le fils de Loulou. Etc. Donc, c'est important, effectivement. Voilà, le rôle d'un président, avant tout, c'est d'écouter le bureau et puis de travailler tous ensemble, comme on le fait avec nos instruments au niveau des répétitions, comme on vient de le faire aussi là, avec les plus jeunes et les moins jeunes. Et les moins jeunes, et justement c'est ce qui est touchant, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de voir aujourd'hui de jeunes, et je pense qu'aujourd'hui, pour vous, l'important c'est de sensibiliser les plus jeunes à venir vous rejoindre, parce que c'est l'avenir de l'école. Tout à fait, c'est l'avenir de l'école, c'est l'avenir de l'instrument, de nos répertoires. Et puis ça, on peut le faire aussi, on ne peut le faire qu'avec le soutien de la commune, du département, de la région, que le bureau a l'habitude de solliciter tous les ans. Quels sont d'ailleurs les projets? Est-ce que l'école a des projets? Les projets de l'école, ne faisant plus partie du bureau, mais par le biais de Audrey, à qui je fais un coucou, elle est en vacances et elle mérite bien ses vacances. Audrey a des projets plein la tête, le bureau en a autant. Donc j'imagine que l'année 2023 soit aussi riche que 2022. Mille merci pour votre accueil. Remerciez bien Audrey également de notre part. J'y manquerai pas. On espère la croiser un jour sur nos chemins. Merci aux techniciens, merci Marion. Gardez votre sourire. J'espère. Il n'y a pas de raison quand on rencontre de belles personnes comme vous. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Le groupe, merci beaucoup et à bientôt. Oui, à bientôt j'espère. Voilà, merci. On va les rejoindre. Thierry, on va finir notre étape ici donc à la Garnache par ton atelier. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Tu acceptes de nous faire découvrir ton univers? Il n'y a rien de secret. Ça fait longtemps que tu es installé ici, Thierry? Je suis arrivé en 2000 exactement. D'accord. C'est un endroit qui était en friche à l'origine. C'est un endroit qui me touche parce que c'est une ancienne carrière qui appartenait à la famille Martel, les sculpteurs, Jean et Joël Martel, qui habitaient à 100 mètres d'ici. Voilà. Et je suis ami avec la fille de Jean, Florence Martel, qui est très âgée aujourd'hui, et puis son fils, Jean-Christophe. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté de me vendre un bout de terrain. Donc c'est un lieu qui a une âme, une âme artistique même, dirais-je. C'est bien parti. Je travaille beaucoup de relationnel. Je veux pas de commandes par Internet, je veux pas de ça. Mais quand tu dis je travaille sur commande, pour beaucoup de professionnels ou pour des groupes? Alors beaucoup, ça va des gens de l'école de Veuze qui sont amateurs, mais aussi pour des professionnels qui jouent. Là en ce moment, j'ai travaillé pour Callum Stewart, qui est un virtuose d'origine écossaise, qui joue d'un instrument qui est absolument magnifique, qui vient de sortir un disque justement, sur lequel j'ai fabriqué
Alors ça vient de sortir. Et j'ai fabriqué les pièces de son instrument. Donc lui, c'est vraiment un virtuose qui est connu partout. Enfin, il a été embauché pour la tournée d'héritage de Jean-Jacques Goldman. Là. C'est un gars que j'aime beaucoup, qui est très modeste et qui est virtuose, qui est talentueux. Et voilà, je travaille aussi pour des gens qui font de la musique ancienne. Plutôt musique 16e, 17e. Alors là, on est dans un autre domaine. C'est plutôt musique pré-baroque, en fait. Parce que je fabrique aussi tous les hautbois du 16e, 17e. Toi, c'est une période que tu affectionnes, que tu aimes. Ah oui. Et pourquoi? Est-ce que tu pourrais expliquer? Pourquoi? Tout m'intéresse. J'aime aussi beaucoup la musique américaine, old-time, bluegrass, le jazz, le blues. Je suis passionné de Bach. Il n'y a pas un endroit où j'aime m'enfermer. J'aime bien... moi, le matin, j'écoute Bach ou Lully ou n'importe quoi, mais... Tu peux pas être de mauvaise humeur en écoutant Bach et Lully le matin. C'est pas possible. C'est un bon remède pour la modestie. Ouais. Quand on écoute Bach en début de journée, tout le reste de la journée, après, il n'y a plus rien à dire, quoi. Il n'y a plus qu'à faire. Est-ce que c'est ton amour de la musique qui t'a amené à faire cette profession, ou est-ce que c'est ton amour du travail du bois qui t'a conduit à la musique? Étant ado, j'écoutais, comme tous les ados de l'époque, les Rolling Stones, Dire Straits, Pink Floyd, enfin tout Jimmy Winter, un guitariste. J'écoutais beaucoup de blues. J'aurais plutôt dû jouer du blues, normalement. Le hasard a fait que j'ai rencontré cet instrument, la veuse, qui avait complètement disparu. Comment tu as rencontré cet instrument? Comment s'est passée la rencontre avec la veuse? Il y a eu quelques veuses d'achetées dans le groupe de Saint-Jean-de-Mont de Table-Paille. Très rapidement, moi j'ai rencontré des gens qui étaient sur Nantes, des gens qui étaient plus âgés que moi, des profs, tout ça, qui commençaient à faire des recherches historiques sur cet instrument, parce qu'il avait vraiment disparu. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont bien plu. C'était le tout nouveau du renouveau des musiques traditionnelles, avec des gens comme Steven et tout ça, quoi. Et du coup, ces gens-là, étant plutôt profs, ont commencé à mettre en place des recherches historiques sur cet instrument. Donc tout de suite, le côté recherche en archives, collectage, et puis un instrument disparu qu'il fallait refabriquer. Mon père étant tourneur sur bois, entre autres. Oui, ton papa était tourneur sur bois. Voilà, il fabriquait artisan, il fabriquait des objets de décoration. Donc, comme la veuse est un instrument qui est tourné, forcément, le côté musique, le côté enquête policière un peu, parce que tout avait disparu, il fallait fouiller. Le côté tournage sur bois, travail du bois, tout me plaisait, quoi. Tout te plaisait. Ouais. Et puis du coup, j'ai pas arrêté depuis cette époque. Voilà. Toute ta vie, toute ta carrière, tu n'as fait que monter des marches, en fait. Oui. Tu t'es enrichi de beaucoup de choses, de rencontres, de lectures, de recherches. Tu recommences de la formation. Voilà. Tu n'es jamais rassasié, en fait. Ah non, pas du tout. Et là, moi, je fais plutôt de la musique maintenant au 16e, 17e. Oui. Je joue avec des gens qui sont profs à la fac de Tours, qui sont des gens très reconnus dans le milieu pour avoir édité des recueils de tablatures de luth du 16e. Enfin, chacun a sa spécialité. Et moi, je joue avec eux parce que à chaque fois, j'apprends plein de choses, quoi. Même à plus de 60 ans, j'apprends encore des choses. La dernière fois, j'apprends encore des choses sur la musique, sur l'histoire de la musique. Ouais. Et c'est principalement ce qui me plaît, quoi. C'est-à-dire, quand les choses sont terminées, quand je termine un instrument, ça ne m'intéresse plus. En fait, il faut qu'il y en ait un autre devant, parce que, bon, c'est sympa, on est arrivé à une étape, mais la plus passionnante, c'est celle qui va arriver maintenant, quoi. Comme ce fameux hautbois, là, je suis en train de travailler depuis plusieurs années là-dessus. C'est un truc de fou, quoi. C'est la plus ancienne basse de hautbois, qui date de 1530. Et ça, c'est un instrument qui a été fabriqué à Venise par les frères Bassano en 1530, environ 1535. Donc il faut tout le reconstituer, le refabriquer à partir de
Ça, c'est l'original. Alors, il manque des pièces, hein, évidemment. Ouais. Ça a été restauré par le musée du Prado. D'accord. Et ça, je l'ai découvert dans les réserves. Coup de chance. Donc, ça n'a pas été restauré. Donc, j'ai tout mesuré. J'ai fabriqué des outils pour mesurer, mais aussi pour le percer. J'ai fait les plans, évidemment. Et puis, bientôt, il va sonner, quoi. Et d'un seul coup, il y a la musique de 1530 qui rejoue. Et ça, moi, je trouve ça génial, quoi. Ces instruments, ils ont été retrouvés cachés dans les combles de la cathédrale. Et c'est des couvreurs qui devaient refaire la toiture, qui ont trouvé des coffres avec une vingtaine d'instruments qui datent du XVIe siècle. Ça avait été caché. Et on les redécouvre. Et ces pièces de bois, à un moment donné, on va les faire sonner. Et on a la musique qui va avec les différentes parties, le soprano, enfin le dessus, la taille, le ténor, la basse, enfin tout. Et à un moment donné, la musique est ressurgie après plusieurs siècles de silence, quoi. Tu fais un métier passionnant. Oui, complètement. Que tu es complètement habité. Et je trouve que on a travaillé sur un projet pour l'abbaye de Nieul-sur-Lotise. C'était des instruments. On a reconstitué tout un jeu d'instruments qui est exposé à l'abbaye d'ailleurs. Donc qui date plutôt du XIIe. C'est un projet qu'on a mené avec Richard Lévesque, qui était alors conservateur, qui était quelqu'un de génial. L'idée, ça a été il y a un tas de musiciens qui sont représentés dans les églises romanes, qui jouent d'instruments aujourd'hui complètement disparus. Est-ce que ces instruments ont une réalité acoustique ou est-ce que c'est simplement de la décoration, ils n'ont jamais existé Donc, à partir de l'iconographie, donc les sculptures, les miniatures et tout, on a reconstitué les instruments. Et ça s'appelait Musique des pierres. Il y a un bouquin qui est sorti et on a fait un concert. Et c'est absolument génial parce qu'on était sur des nacelles pour faire des mesures des sculptures. Et là, on voit des témoignages de sculpteurs qui ont travaillé sous Aliénor d'Aquitaine, par exemple. Voilà. Et on se dit, c'est des cailloux, à un moment donné, qu'est-ce qui va en sortir Et à un moment donné, on fait le concert avec, quoi. Bon, ça, c'est génial, c'est carrément génial. Il y a 8 siècles entre eux et nous. Et je me souviens, on a fait ça avec John Roy, qui était un savant assez impressionnant de connaissances. Et à un moment donné, avec John, on s'est dit, mais si le sculpteur était là, je suis sûr qu'on irait boire un coup au café avec lui. Je suis sûr qu'on s'entendrait. Parce qu'on a vu des détails dans la sculpture qui ne sont pas visibles d'en bas, qui ne sont visibles que d'en haut. Ça veut dire que les sculpteurs, ils remplissent le travail qu'on leur a demandé, mais qu'ils ils mettent d'autres messages en sachant pertinemment qu'il n'y a que les autres sculpteurs, les tailleurs de pierre, qui les verront après. Donc il y a un double message. Et vu ce qu'on a vu, je ne peux pas dire les détails parce que c'est un peu assez érotique quand même, vu ce qu'on a vu, il y a une sorte de message autre que celui de la commande payée par l'Église en fait. Et nous on a trouvé des atomes crochus avec les gens qui ont sculpté la pierre. Quoi. Il y a quand même 8 siècles entre eux et nous, mais il y a quand même une relation possible avec ces gens-là. Humaine, quoi. C'est humain, quoi. Et ça, moi, ça me fait rêver. C'est tout. Thierry, si j'ai bien compris, tu es en retraite aujourd'hui. Ouais. Officiellement. Sur le papier. T'as plein de projets, ça bouillonne. Ouais, j'en ai plein que j'ai pas eu le temps de faire encore. J'ai ce grand hautbois à terminer. Après, il y a la contrebasse de hautbois qui fait 3,47 m. Il y a des bassons baroques que j'ai pas eu le temps de faire, que je voudrais faire. Ce qui veut dire que d'ici 1, 2, 3 ans, on peut revenir toquer à l'atelier, on trouvera toujours Thierry. Alors peut-être que le grand hautbois sera terminé. On reviendra au moment où le grand hautbois notes, sera terminé. Pour l'accouchement. Thierry, nous, il faut qu'on reprenne le chemin. Oui. Merci en tout cas pour cette belle parenthèse. De rien. Parce que c'est vraiment ressourçant de s'arrêter ici et t'écouter. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je te fais la bise. Oui, allez. Merci Thierry. On repart avec Stéphane et puis à bientôt, j'espère. Oui, d'accord. Je te souhaite pas une bonne retraite, bonne continuité en tout cas. Il n'y a rien de changé pour l'instant. Voilà. À bientôt. Ok. Au revoir. Au revoir.
Go Stéphane, nous repartons. Mais quel après-midi, mon ami. Je suis conquise, séduite même. Mais qui l'aurait cru? Moi qui voulais simplement voir un château, tu parles. On a mis le doigt sur un véritable vivier artistique. L'aventure est là, elle est bien là. Nous la tenons et toutes ces rencontres nous boostent. On reprend donc le chemin, ce chemin qui nous entraîne sur les rives du Jonnais. Suivons le cours de la rivière. Une rivière qui nous guide et nous pousse à nous surpasser. Les kilomètres défilent, la nuit arrive. Stéphane, il nous faut impérativement trouver le gîte et peut-être même le couvert. Alors, quelle sera notre prochaine rencontre ?